Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la façon dont un instrument à cordes ou un instrument à vent émet un son. Je vous conseille d'avoir regardé au préalable la vidéo C'est pas sorcier intitulée Accordons nos violons, ainsi que ma vidéo sur le son pour bien comprendre le son, le timbre, la hauteur et la différence entre un son pur et un son complexe. Vous trouverez les liens correspondants sous cette vidéo. Cette vidéo s'adresse à l'enseignement scientifique de première. Avec un son pur, les couches d'air ont un mouvement sinusoïdal autour de leur position d'équilibre, ce qui correspond sur le spectre en fréquence à un seul pic. Avec un son complexe ou composé, le mouvement des couches d'air est un mouvement périodique non sinusoïdal. On a vu, grâce au spectre de Fourier, que ce signal est en fait la somme de sinusoïdes purs d'amplitudes différentes et de fréquences multiples de la fréquence fondamentale, la fréquence du fondamental correspondant à la hauteur de la note. Les instruments de musique émettent des sons complexes. Regardons le cas des instruments à cordes. Si on prend en photo une corde de guitare qui vibre, on s'aperçoit qu'elle vibre selon un mouvement périodique non sinusoïdal. Cette vibration est transmise à la caisse de résonance de la guitare qui amplifie cette vibration et fait vibrer l'air à proximité, créant le son qui ensuite parvient à nos oreilles. Le physicien allemand Franz Meld, 1832-1901, a travaillé sur les ondes acoustiques. Cette animation correspond à l'expérience de Meld. Une corde est tendue et fixée à ses deux extrémités. Le poids suspendu à une extrémité permet de tendre plus ou moins la corde, comme sur un instrument de musique. Mais au lieu de la laisser vibrer en la frottant ou la pinçant, comme sur un instrument de musique, un vibreur placé à l'autre extrémité permet ici de la faire vibrer à des fréquences choisies. Nous partons d'une fréquence basse et nous la faisons augmenter petit à petit. Au début, la corde vibre légèrement. Et à une certaine fréquence, elle a un mouvement d'amplitude beaucoup plus importante. Elle semble dessiner un fuseau. La partie bombée au centre correspond à un ventre ou maximum de vibration. Les extrémités de la corde ne vibrent pas, on les appelle des nœuds de vibration. On dit que la corde est entrée en résonance. Si on augmente encore la fréquence, l'amplitude diminue fortement. Et lorsqu'on arrive à une fréquence double de la première, on observe à nouveau un phénomène de résonance. Mais cette fois-ci, la corde dessine deux fuseaux. On voit donc deux ventres et trois nœuds, un au centre et deux aux extrémités. Si on augmente encore la fréquence, l'amplitude diminue et elle réaugmente lorsqu'on arrive à une fréquence triple de la première, où on peut observer trois fuseaux. Et on pourrait continuer ainsi de suite. Les différentes résonances sont appelées les modes propres de vibration. Quelle conclusion peut-on en tirer? Quel est le rapport avec le son émis? Vous aurez deviné que la première fréquence de résonance correspond à la fréquence fondamentale et les fréquences double, triple aux harmoniques. Quand un musicien joue de son instrument à cordes, il met une corde en vibration librement. Et à cause de ses propriétés, la vibration de cette corde correspondra à la somme de ses résonances, c'est-à-dire la somme de ses modes propres de vibration. Et cette vibration, cette addition de vibrations, crée le son complexe, qui est donc bien une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples, la fondamentale et ses harmoniques. La vibration de la corde correspond au son, ce qui semble logique, puisque c'est la vibration de la corde qui produit le son. En observant les différentes résonances et leurs fréquences différentes, c'est comme si on avait fait une analyse de Fourier du son. D'ailleurs, les fuseaux correspondent bien à des sinusoïdes. Je vous ai dit que la fréquence fondamentale de vibration d'une corde dépend des propriétés de cette corde. Quelles sont ces propriétés? Il y a d'abord la corde elle-même. Des cordes différentes ne vibreront pas de la même manière, donc pas à la même fréquence. Cette propriété est appelée la masse linéique de la corde, c'est la masse d'une longueur d'un mètre de corde. Il y a aussi la tension de la corde. Les musiciens règlent les tensions des cordes de leurs instruments pour jouer la note à la bonne hauteur, c'est-à-dire à la bonne fréquence. Si je modifie la tension de cette corde, la fréquence de résonance sera différente, donc la note jouée aussi. Il y a enfin, comme dernier paramètre, la longueur de la corde. Si je raccourcis la longueur de la corde,
la fréquence de résonance sera différente, donc la note jouée aussi. La fréquence de résonance fondamentale sera plus élevée, donc la note plus aiguë. Les musiciens se servent de cette propriété en pinçant la corde contre des frettes pour la guitare ou le violon pour la raccourcir. Ils peuvent ainsi modifier la fréquence de vibration du fondamental et donc modifier la fréquence de la note, c'est-à-dire sa hauteur. Si on diminue la longueur de la corde, la fréquence du fondamental, donc de la note, augmente, elle devient plus aiguë. Et maintenant, vous allez me demander, et pour les instruments avant, comment ça se passe? Réitérons l'expérience de Meld, mais cette fois-ci dans un tuyau. Donc vous avez côte à côte l'expérience de Meld sur une corde et une expérience similaire au niveau d'un tuyau. On place un haut-parleur à une extrémité de ce tuyau qui va émettre un son pur de fréquence déterminée. On se rend compte à l'oreille qu'il y a résonance pour une fréquence fondamentale et ses multiples. Malheureusement, il faut faire l'expérience en réalité pour pouvoir s'en rendre compte, pas sur cette animation. Vous allez donc devoir me croire sur parole. Les valeurs de ces fréquences fondamentales et harmoniques dépendent de la longueur du tuyau. Sur l'animation, vous pouvez voir le mouvement des couches d'air, ce que vous ne pourriez pas voir en réalité. On se plaçait au fondamental, on observe un nœud de vibration et deux ventres de vibration aux extrémités. Donc vous avez un nœud ici, deux ventres aux extrémités. Donc ce qui fait que ça correspondrait à un nœud et deux ventres à deux demi-fuseaux. Si on déplace dans le tube un micro, le micro est lui sensible à la pression. On observe des minimums de pression aux extrémités et un maximum de pression au centre. Minimum de pression aux extrémités, maximum de pression au centre et minimum à l'autre extrémité. On retrouve donc le fuseau comme pour la corde. Dans le tuyau sonore, un maximum de vibration correspond à un minimum de pression. Il faut juste faire attention à ce que l'on mesure, mais le nombre de fuseaux va être le même. 2 demi-fuseaux quand on a les vibrations, un fuseau complet quand on a la différence de pression. Si on se place à une fréquence double de la fréquence fondamentale, on va avoir aussi résonance et on va voir qu'on a aussi deux fuseaux. Donc un fuseau complet ici, un demi-fuseau là, un demi-fuseau là. De la même façon, si on déplace le micro pour avoir la pression, on voit qu'on a un fuseau ici et un deuxième fuseau au-dessus. Donc on se retrouve bien avec deux fuseaux. Si on regarde avec une fréquence triple, on aura un fuseau, deux fuseaux et donc trois fuseaux. Voici l'allure des trois premiers modes propres dans un tuyau d'un instrument de musique ouvert aux deux extrémités. On observe les ventres et nœuds de déplacement et de pression. On voit bien que le premier mode ou la première résonance correspond à un ventre, deux ventres pour le deuxième mode et trois ventres ou fuseaux pour le troisième mode. Prenons l'exemple de la flûte. L'air soufflé est mis en vibration dans le biseau, puis il entre dans le corps de la flûte où il va faire des allers-retours. Et comme pour la corde, seules certaines fréquences de vibration vont résonner, la fréquence fondamentale et les harmoniques correspondantes, leur valeur dépendant de la longueur du tuyau ou corps de l'instrument de musique. Outre la longueur de l'instrument, le musicien bouchant ou débouchant les trous de son instrument avec les doigts va rallonger ou raccourcir la colonne d'air, changeant ainsi la note. Plus la colonne d'air est longue, plus la fréquence sera petite, donc le son grave. Plus la colonne d'air sera courte, plus la fréquence sera élevée, donc le son aigu. La colonne d'air s'arrête au premier trou débouché sur un instrument. Petite précision au-delà du programme d'enseignement scientifique. Le phénomène de fuseau dont je vous ai parlé correspond à ce que l'on appelle des ondes stationnaires. Les vibrations périodiques qui font des allers-retours le long de la corde ou de la colonne d'air se superposent. Certaines fréquences vont s'annuler, d'autres fréquences vont être amplifiées. Cela dépend donc de la fréquence ou de la longueur d'onde qui crée ces ondes stationnaires qu'on qualifie ici de résonance. La longueur d'onde de ces ondes stationnaires étant proportionnelle à la longueur de la corde ou du tube de l'instrument, des formules existent qui relient les différentes caractéristiques de la corde, longueur, tension et masse linéique, à la fréquence du fondamental. Les différents fuseaux sont appelés les modes propres de vibration. C'est au-delà de votre programme et je vous en parle juste pour vous montrer qu'il y a encore un peu plus de physique derrière le son des instruments de musique. Merci pour votre attention, bonne révision.